Je savais que ça allait être bien, mais alors là... Dune, deuxième partie. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme ça tranquille, après on va tout spoiler. Dune, deuxième partie, raconte l'histoire de Paul Atreides qui se retrouve sur la planète Arrakis au sein des Fremen. Il va devoir intégrer ce peuple afin de se venger des Harkonnen qui ont tué sa famille. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de la vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est grâce à eux que je peux faire YouTube aujourd'hui. Sans eux, j'arrêterai YouTube, c'est la vérité malheureusement, mais c'est aussi un service qui vous permet d'avoir une bibliothèque streaming bien plus intéressante. Vous le savez, on a l'un des pires catalogues streaming au monde, vous changez de pays comme, je sais pas, la Belgique, la Suisse, le Canada pour la VE-STFR ou la VF ou n'importe quel autre pays, et vous allez voir vos bibliothèques Netflix, Disney+, complètement exploser. Exemple tout bête, l'un de mes films préférés l'année dernière, Past Lives, est déjà disponible sur Netflix. The Marvels, pour ceux qui l'ont pas vu, et je sais que vous êtes beaucoup parce que personne l'a vu en salle, est déjà disponible sur Disney+. Napoléon est disponible dès cette fin de semaine sur Apple TV+, et pour ceux qui veulent découvrir Max en avance, vous pouvez carrément le faire. C'est super simple et ça change vraiment la vie, croyez-moi. En plus de ça, pour les gros consommateurs de YouTube, vous pouvez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous choisissez un pays de l'Union Européenne qui l'a pour moins cher, ou alors des pays au-delà comme la Turquie, l'Argentine, l'Inde, vous l'avez vraiment pour beaucoup moins cher et ça change la vie YouTube sans publicité. Vous serez bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, la bibliothèque, l'hôtel ou même de chez vous, c'est la vérité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, c'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Un peu de contexte, Dune 1 c'était mon film préféré de 2021, il y a une raison très simple à ça, c'est que beaucoup de films ont été décalés à cause du Covid, à cause des nombreux confinements, du coup il n'y avait pas beaucoup de cinéma en 2021. Dune 1 avait pris le risque de sortir en cinéma, il avait pas très bien marché, un budget de 160 millions pour 400 millions au box-office à l'époque, il a refait 30 millions récemment là, on n'était pas loin du flop, mais il y avait une sortie presque simultanée sur Max à l'époque, 3 semaines plus tard il est sorti sur Max et il avait bien cartonné sur Max. Maintenant la suite sort uniquement au cinéma, réalisé toujours par Denis Villeneuve. Je vais sortir un classement des films de Denis Villeneuve cette semaine parce que j'ai vu tous ces films. Ça peut être carrément rigolo et Dune 2 était mon film le plus attendu de l'année. Mais en même temps, je savais pas trop comment m'attendre parce que du coup, j'ai lu le premier livre, j'en ai pas les plus grands souvenirs, mais on sait très bien qu'ils veulent faire une trilogie et l'histoire de Dune, normalement, il faudrait en faire des films et des films parce qu'il y a plein de bouquins et tout, c'est un peu compliqué, mais le premier livre en tout cas, c'est les 2 premiers films et je savais pas trop comment m'attendre en termes d'échelle, en termes de personnages, en termes d'histoire. Je savais vraiment pas dans quelle direction allait aller la saga cinématographique et la direction qui a été prise est clairement intéressante et on va en parler. Mais dites-vous que j'ai vu ce film au cinéma en avant-première du coup hier, dans une salle à l'UGC Cinécité Lille, dans la salle 6 pour être précis, c'est pas la meilleure salle et j'étais un peu frustré parce que je vois un film de grand spectacle au cinéma et je suis pas dans l'une des meilleures salles d'UGC en plus, mais ça manque d'un petit truc. Du coup ce que j'ai fait après le film, c'est que j'ai pris 2 places à Bruxelles, donc je vais littéralement me taper le trajet jusqu'à Bruxelles, dormir chez un pote pour voir Dune en IMAX sur le plus grand écran d'Europe, dans du vrai IMAX. Pour rappel, il n'y a qu'une seule vraie salle d'IMAX en France et c'est à Montpellier. Je vous ferai une vidéo sur ça si ça vous intéresse. Donc la semaine prochaine, je retourne voir le film à Bruxelles pour vivre l'expérience dans un format bien plus grand. Parce que c'est vrai que lorsque tu regardes le film, t'as l'impression qu'il manque les parties d'en haut et en bas parce que le film a été pensé pour l'IMAX. Et du coup, voir ça dans un format plus grandiose, j'ai trop hâte parce que c'est un film grandiose visuellement. Ça, faut en parler. 180 millions de budget, c'est rien aujourd'hui, contrairement à beaucoup de films qui coûtent beaucoup plus cher et qui sont dégueulasses à côté. Les effets spéciaux sont invisibles pour le coup, on voit pas la différence de ce qui a été fait en image de synthèse, les vrais décors, quand est-ce que ça a été tourné en extérieur ou pas, mais t'as toujours cette impression de vivre sur cette planète, c'est hyper impressionnant. Les décors sont clairement incroyables, ils arrivent toujours à renouveler la planète, j'en parle après de ça. Les costumes, ils ont un vrai relief, t'as l'impression que c'est des armures en même temps des tenues. Les costumes un peu plus cérémoniaux, pareil, ils sont magnifiques avec le maquillage qui va avec, les tatouages, les bijoux, c'est incroyable. Ça va choper tous les Oscars de ce point de vue-là, c'est évident. T'as un personnage en plus, son maquillage, il évolue au fur et à mesure de l'œuvre. Il y a des tenues qui sont tellement originales et cool, c'est clairement magnifique. Il s'inspire aussi de la culture arabe, ça on en parle après parce que c'est intéressant. Techniquement, c'est exceptionnel quoi. Je sais pas quel film va sortir cette année qui va voler les Oscars à ce film. C'est hyper impressionnant quoi. Dans les blockbusters aujourd'hui, t'arrives toujours à voir les effets spéciaux, t'arrives toujours à voir un peu les lacunes dans les costumes et tout, dans le maquillage qui est fait à l'arrache. Alors là, tu vois rien. Là, t'es emporté dans le monde, t'y vois que du feu, c'est exceptionnel. C'est ça le but des effets spéciaux, de la technique et tout, de l'art du cinéma, c'est de perdre le spectateur. Et si le spectateur se rend compte que c'est un film, ça marche plus. Et là, on s'en rend jamais compte. C'est un film qui est assez particulier parce que le but de l'histoire, c'est du coup d'intégrer le monde d'Arrakis et plus particulièrement la culture
culture Fremen. C'est un film qui fait beaucoup penser évidemment à Avatar, pour donner un exemple de science-fiction récent. C'est la même histoire, grosso modo, hein. C'est un homme qui va rejoindre une nouvelle culture et va se battre pour ses cultures. C'est exactement la même chose, avec exactement les mêmes choses. Il apprend leur religion, il apprend leur faune et flore, il apprend à manipuler et contrôler les créatures de cette biodiversité. C'est toutes les choses un peu classiques du roman de base forcément, mais aussi de ce que vous avez vu en science-fiction depuis Dune, le livre, depuis il y a très longtemps. C'est toutes les choses classiques de ce point de vue-là, et c'est une plongée dans cette culture. Et ça qui est cool, c'est apprendre leur religion, la développer, la connaître, la comprendre ce peuple, comprendre justement les créatures qui sont dans ce peuple, comprendre la géographie de ce monde, arriver à se repérer dans Arrakis, comprendre les enjeux, les différents clans et tout, c'est génial. C'est une plongée absolument dingue dans une culture nouvelle, et ça c'est fou. Ensuite, ça redevient un peu plus un drame familial / un film politique, d'action, de science-fiction, certes, mais la très grande partie du film, c'est vraiment apprendre la culture des Fremen, et c'est excellent parce que plus t'apprends la culture, plus t'as envie de les sauver, et ça joue à la faveur du film, et ça surprend même le spectateur. Et j'adore la manière dont ils ont réussi à renouveler le désert, quoi. C'est qu'une planète désertique, et pourtant il y a plein d'endroits différents, plein d'endroits reconnaissables. Tu t'attaches vraiment à ce monde, et c'est fou parce qu'il y a que du sable, entre guillemets, mais ils ont réussi à créer un monde qui est attachant, quoi. C'est rare que ça arrive dans le monde de la science-fiction, mais là ils ont clairement réussi. Arrakis, c'est le cœur même de Dune, quoi. T'apprends comment les Fremen vivent, comment ils se déplacent, là où ils habitent, comment ils dorment, plein de petits détails qui rendent ce monde encore plus riche, et c'est génial. La thématique principale, c'est la rébellion, mais surtout le djihad. Djihad, qui est un terme qui était utilisé dans le livre à l'époque, qui a été supprimé du coup des films, pour une raison logique, parce que ça s'inspire beaucoup de la culture arabe, culture de l'islam. C'est un récit qui est très coranique, dans les visuels aussi, dans les coutumes, dans les costumes et tout, c'est clairement inspiré de ça. Et le mot djihad a été supprimé, mais c'est ça, ce sont des djihadistes dans le film. Leur objectif, c'est la guerre sainte et la rébellion contre l'oppresseur qui ne pense pas comme eux d'un point de vue religieux. Le prophète, le faux prophète, ici t'es des djinns à un certain moment, les peuples du désert, voilà, c'est le Moyen-Orient, c'est la culture arabe, berbère, ce que vous voulez. Et thématiquement, c'est intéressant parce que ça dit énormément de choses sur le fanatisme religieux, sur les dangers de la religion, et c'est un regard très nocif et pessimiste envers la religion d'ailleurs, et ça inclut toutes les religions, hein. C'est pas juste entre guillemets l'islam parce que ça s'inspire de l'islam, ça critique vraiment le fanatisme religieux de manière générale, à quel point la religion rend les hommes esclaves au final, et t'as plein de Fremen qui sont pas religieux pour le coup, entre guillemets, qui croient pas au prophète et qui se considèrent du coup plus libres, alors que d'autres s'attachent à l'idée du prophète afin de se donner la force et la motivation pour arriver au bout des choses. Et donc c'est intéressant l'idée de la religion qui donne de l'espoir et en même temps qui peut être dévastatrice et qui peut mener à l'esclavage. La prophétie, le prophète, tout ça c'est hyper intéressant et j'adore la manière dont c'est traité. Après évidemment ça parle de corruption politique, ça parle de plein d'autres choses, mais c'est pas le cœur de l'œuvre, ça sera sûrement le cœur du troisième film. Vu que c'est Denis Villeneuve qui réalise, on reconnaît clairement son film, encore une fois, ça ressemble beaucoup au premier mais sous stéroïdes. Et Denis Villeneuve, ce que j'aime beaucoup avec son cinéma, et ça marche pour tous ses films, c'est qu'il adore instaurer une ambiance. Pour lui, ce qui est vraiment important dans tous ses films, c'est pas forcément l'histoire, entre guillemets, c'est pas les dialogues, c'est pas l'acting, même s'il respecte beaucoup ses acteurs, c'est l'ambiance. Il adore te mettre dans un nouveau monde, dans une ambiance très précise, il a envie de te faire comprendre pourquoi ces personnages agissent comme ça, dans ce monde-là, via l'ambiance. Et là, ça se ressent encore plus, c'est peut-être le film qui se ressent le plus de toute sa filmographie. Il y a peut-être une concurrence avec Blade Runner, mais alors là, il épouse le gigantisme, tout est grandiose, tout est colossal, les machines, le monde, le désert, les vers de terre, tout est énormissime. Les personnages sont tout petits, mais il les oublie pas non plus. Il y a beaucoup de gros plans sur eux, il y a beaucoup de moments où les personnages sont tout petits dans l'environnement, mais t'as l'impression qu'ils sont plus grands que l'environnement, d'un point de vue symbolique. Donc en fait, la petite taille, elle joue sur la grandeur de la personne, dans un environnement énorme, et ça c'est assez intelligent je trouve. Dans ce film-là, tout est une question de perspective, d'échelle, de grandeur, et c'est le but. Le but c'est de montrer d'énormes machines, d'énormes vallées de sable, des dunes, sans mauvais jeu de mots. Le but c'est de montrer à quel point ces petites personnes, dans cet énorme monde, ont un impact colossal. Il mélange bien la nature qui est très sèche et rude, du désert forcément, aux machines industrielles qui ont le même ressenti, étonnamment, très rudes, métalliques, très peu attirantes. Il y a une partie de l'œuvre qui est un peu plus attirante, mais à peine. Le film n'a pas envie de t'attirer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que de tous les paysages que tu vois, le paysage le plus attirant, c'est le désert. C'est quand même assez paradoxal, c'est l'endroit où la vie meurt en général. Et il fait un super travail pour ça, pour rendre cette planète attachante, pour donner envie de la protéger. Ça, il le fait en sacralisant le monde, les paysages, les personnages, évidemment. Il y a un côté, comme je vous l'ai dit, plutôt coranique que biblique, vu l'histoire et les thèmes, avec des faisceaux de lumière qui vont toucher les personnages et des choses comme ça, comme si c'était la voix de Dieu qui touche le peuple. Il y a aussi pas mal de slow motion et de flou, justement pour montrer de une la chaleur, mais surtout pour mettre en avant les personnages qui sont parfois floutés pour les mettre dans le décor, et inversement, parfois c'est les décors qui sont floutés. En fonction de l'importance de la scène, ça varie et c'est un bon travail. Et les slow motion, c'est normal, c'est que Denis Villeneuve, il adore tout ce qui est stylé. Il adore iconiser ses personnages, il adore les rendre grands, et le slow motion aide beaucoup sur ça, mais c'est aussi la manière dont il compose ses cadres. Il arrive à rendre ses personnages importants juste par l'image. Et ça, c'est essentiel, et il rend quelque chose de vraiment épique dans cette œuvre. Le mot pour décrire ce film de science-fiction, c'est grandiose, épique, colossal, tout ce que vous voulez. On est sur une échelle pharaonique, quoi. Et il y a des momies dans le film, ce qui est intéressant aussi. Il y a tout un aspect à la vie, à l'eau. Évidemment, c'est intéressant par rapport au désert et tout, c'est super. Mais il oublie pas les personnages. Ça qui est intéressant, c'est qu'il se rappelle toujours
que c'est l'histoire de personnages. Certes, c'est l'histoire d'une planète, mais c'est avant tout l'histoire d'un peuple sur cette planète, et il n'oublie jamais ses personnages, leurs relations, leur développement. Le film est un peu bavard à certains moments, t'as l'impression qu'il aurait aimé couper certains dialogues. Le film aurait peut-être dû être moins bavard, pour être honnête. Il y a certains moments où l'image suffit et il y a quand même des phrases qui sont rajoutées. C'est un peu pour accompagner le spectateur, mais globalement, le film aurait dû, d'après moi, être moins bavard, c'est une évidence. Il arrive à procurer de l'émotion, il arrive à donner des frissons à plusieurs moments dans le film. Il n'oublie pas les personnages et prend parfois le point de vue de certains personnages pour montrer d'autres personnages d'un différent point de vue, ce qui est logique, mais ça marche vraiment bien dans le film. C'est l'histoire de Paul, il ne l'oublie jamais et c'est vraiment son récit, son aventure. Alors oui, vers la fin, il y a quelques ellipses un petit peu rapides et la fin est un petit peu plus rushée, mais t'es déjà à 2h45 de film et c'est pas vraiment dommage, mais c'est vrai que le climax du film, c'est pas une scène d'action. Enfin, techniquement, ça l'est, mais le vrai climax émotionnel arrive un peu avant. Et à certains moments, tu dis que le climax final avec l'action était même pas nécessaire au final. Le film aurait pu s'arrêter avant et aurait eu le même impact, entre guillemets. Hein. Mais oui, la fin est un petit peu plus rushée. J'aurais pas dit non pour un peu plus d'action peut-être à la fin, parce que tu vois que l'action, elle est faite vraiment pour s'en débarrasser, quoi. Le but, c'est pas l'action. L'action est là pour faire avancer le récit, mais elle était pas obligatoire. Et c'est peut-être la partie la moins bonne du film, mais elle est loin d'être mauvaise, elle est très très bien. C'est juste que tu sens que t'es sur la fin et qu'il se dépêche pour finir, quoi. Mais c'est pas forcément un défaut. Moi, j'ai adoré la fin. De toute façon, j'avais envie que le film s'arrête, dans le bon sens du terme, encore une fois, parce qu'on était arrivé au climax émotionnel. Et ensuite, il fallait juste que les événements s'enchaînent pour arriver à la vraie fin scénaristique, parce que sinon, tu pouvais pas finir le film comme ça, quoi. Pour beaucoup de personnes, ça aurait été vraiment frustrant et je comprends. Mais en termes de rythme, on s'ennuie jamais, quoi. Les 2h45, elles passent comme ça et c'est un film dense où il se passe beaucoup de choses quand même. Mais ça qui est bien, c'est que même l'action n'est pas extravagante, elle va surtout jouer sur le symbolisme, mais il y en a pas beaucoup. C'est pas le but du film, c'est pas un film d'action pour le coup, il y en a un petit peu de temps en temps. Pour moi, ce qui m'a le plus plu, c'est le symbolisme et la manière dont les personnages évoluent et ces plans qui sont généralement pas dans des scènes d'action. Les scènes d'action sont bien, hein, mais c'est pas le but du film. C'est un film de personnages, de religion, de politique, c'est ça l'histoire. Et puis évidemment, c'est Greg Fraser qui est de retour à la photo, peut-être son plus beau film, entre les couleurs orange, les faisceaux de lumière dans l'obscurité à certains moments, le soleil qui tape à Arrakis, qui change visuellement souvent de couleur. D'ailleurs, à certains moments, ça change très très vite de couleur. Ça joue sur la manière dont le sable obscure le monde et le soleil de manière générale, le fait qu'il y a plusieurs lunes sur cette planète. Un travail phénoménal de ce point de vue-là. Il y a un passage en noir et blanc qui est aussi expliqué par une logique scénaristique qui est trop cool. Tout est fait pour être stylé et ça marche du tonnerre. Puis là, Hans Zimmer, il a composé une BO magistrale pour le coup qui va dans le grandiose, entre la musique symphonique épique où il va tout dégainer là pour faire plaisir et rendre le film majestueux. De l'autre côté, des moments plus intimes, d'autres plus intenses, d'autres plus mécaniques, industriels, d'autres plus doux comme le vent sur du sable. Il y a des envolées lyriques à certains moments, bref, il y a tout. C'est l'une de ses plus belles BO et ils en profitent à fond, quoi. Ils savent que la musique va rendre certaines scènes bien plus incroyables et ils en jouent au maximum et ça c'est incroyable. Ce film-là, je pense qu'en termes d'Oscar technique, il va tout avoir et il peut même faire la compétition dans d'autres catégories comme la musique et peut-être même la mise en scène. Non pas que les Oscars c'est important, mais pour vous dire que c'est un niveau de film vraiment impressionnant. Puis l'acting est vraiment cool. Timothée, peut-être son meilleur rôle. Je l'ai vraiment adoré, trouvé charismatique. J'ai toujours aimé cet acteur, mais alors là, il est fou, vraiment génial. J'aurais aimé qu'il joue encore plus, mais je pense que son troisième film, ça sera son film en termes d'acting. Austin Butler en fait des caisses, mais ça passe nickel. Zendaya est géniale aussi, elle joue beaucoup par le regard et ça cartonne. Florence Pugh aussi est vraiment cool. River Bardem m'a fait rigoler et à la fois m'a fait paniquer à certains moments, mais c'est lui un peu le comic relief et ça marche. Rebecca Ferguson, c'est une reine. Bref, tout le monde est top. Pour conclure, Dune 2 éclipse un peu le premier, sans mauvais jeu de mots encore une fois parce qu'il y a des éclipses dans le film. C'est le premier sous stéroïdes, c'est le premier en mieux, c'est le premier en plus impressionnant, tellement que j'ai un peu peur de voir le premier en me disant que peut-être le premier est pas si bien que ça au final, mais le 2 met une tatane au premier. Donc si vous avez aimé le premier, vous allez adorer le deuxième. C'est l'un des plus grands films de science-fiction en termes d'échelle, en termes d'épique que vous allez voir tout simplement. C'est le film grandiose de science-fiction. C'est un bel hommage à l'œuvre, et rien à dire, c'est exceptionnel de ce point de vue-là. Honnêtement, c'est pas parfait parce qu'il y a peut-être quelques petits défauts à droite à gauche, mais c'est rien du tout quoi. Il y a rien à dire, c'est grandiose, c'est génial, tout le monde va adorer. T'as envie d'avoir la suite maintenant, t'as envie de te plonger dans ce monde, t'as envie d'y retourner, et moi j'y retourne justement au cinéma. Les blockbusters devraient ressembler à ça, c'est exceptionnel. J'ai vraiment du mal à voir les gens qui seront déçus par ce film parce que c'est incroyable et une véritable claque ce qu'ils ont fait là, c'est fou. Il va clairement vous marquer, il y a rien à dire. Maintenant, on va passer en spoiler. Comme je vous l'ai dit, le but de l'histoire, c'est Paul qui découvre au fur et à mesure la culture Fremen. Il fait des sacrifices pour les rejoindre, dont sa mère. C'est un sacrifice qu'il fait entre guillemets. Sa mère qui rejoint justement l'aspect un peu plus religieux et devient la sainte mère des Fremen. Mais il fait plein d'autres sacrifices évidemment. Il apprend encore plus leur langue, leur culture. Il développe des compétences, le fait d'apprendre à marcher dans le désert la nuit, contrôler les vers et des choses comme ça. Il tombe amoureux d'une personne du clan. Bref, il est de plus en plus dans ce peuple et c'est le but de l'histoire. C'est te montrer à quel point ce peuple lui ramène du bien et en même temps il fait du bien à ce peuple en devenant
devenant un peu leur prophète sans qu'il le veuille au début. Il a vraiment le droit à son rite initiatique et le film prend vraiment son temps sur ça et c'est génial. Mais il est toujours conscient des dangers du fanatisme et il ne veut pas s'autoproclamer prophète, c'est important pour lui. Du coup, ça permet d'avoir des scènes de guérilla vraiment prenantes. La première scène de guérilla qui développe l'alchimie avec le personnage de Shani est vraiment cool. C'est là qu'il tombe aussi un petit peu amoureux, mais c'est là que tu vois aussi qu'il est vraiment très bon. C'était une super scène. La scène avec le ver de terre est géniale, elle est oppressante, intense à la fois et à la fin t'as des frissons. Excellent travail de ce point de vue-là, c'est grandiose cette scène-là, peut-être l'une des meilleures scènes du film. J'avais les frissons, mais c'est là que le personnage évolue. C'est qu'il se rend compte que maintenant pour gagner, il doit faire un sacrifice. Il a des visions où il voit un peu le futur et il sait que s'il fait ce qu'il fait, il va causer ses visions. Ce sera une prophétie autoréalisatrice. Du coup, il essaie d'éviter ça. Mais malheureusement, les Harkonnen arrivent et détruisent tout de plus en plus. Et il n'a pas le choix. Il doit devenir le prophète pour rallier tous les peuples et aller à la guerre. Parce que le seul moyen de rallier ces peuples-là, c'est de les rendre esclaves, justement, de cette prophétie, de cette religion. C'est pour ça que Shani s'en va. Et c'est là qu'en gros, ça devient le méchant de l'histoire. Ça devient le faux ou vrai prophète, peu importe, qui manipule et contrôle tout un peuple pour, entre guillemets, le sauver et l'emmener au paradis. Il pense qu'il va donner une meilleure vie à sa famille, à sa sœur évidemment, qui est interprétée par Anya Taylor-Joy. Il y a cette belle scène où la mère de sa planète natale rejoint le sable, sa nouvelle planète, fort en symbolisme, il a envie de sauver ça. Il a envie de sauver ce monde-là. Mais c'est là qu'il va la pousser à l'autodestruction évidemment. Mais justement, le fait qu'il devienne méchant, le fait qu'il devienne un peu le leader antagoniste de l'œuvre et qu'il déclare la guerre sainte, c'est prenant. C'est prenant parce qu'en tant que personne normale, t'as pas envie que ce gars-là devienne une sorte de méchant intergalactique parce que c'est ça qui se passe. Mais quand il le fait, t'y crois, t'as envie de le suivre, la mise en scène est folle, il y a un truc spectaculaire, il y a cette scène où il y a un ver de terre derrière lui qui explose du sable sans raison, il y a cette scène où il rallie le peuple entier, il a besoin de devenir le méchant pour réussir. Mais il abandonne un peu son humanité, il abandonne la femme qu'il a aimée, il se marie à une autre femme juste pour la politique, il décide d'utiliser des armes atomiques, il est devenu le méchant qu'il ne voulait jamais être pour la rébellion, pour la vengeance surtout, et pour maintenant promettre un faux paradis à un peuple. Donc le fait qu'il devienne méchant, c'est une vraie réussite dans le film, ça fonctionne du tonnerre, mais c'est moralement compliqué parce que des gens vont se dire ce qu'il fait là c'est une bonne chose, je sais dans les commentaires vous allez vous dire ça, mais c'est clairement le méchant de l'œuvre. Le film le présente comme ça, on est tous censés être du côté de Shani pour le coup là. Il est en train de mener une guerre qui n'a pas besoin d'être menée, d'où la guerre sainte, d'où le fameux djihad qui était supprimé de l'œuvre. Mais c'est aussi pour ça que le film est bien, parce qu'il y a ce climax émotionnel qui est moralement très ambigu, parce que t'as envie de le voir devenir le méchant, mais c'est pas bien qu'il devienne le méchant. Mais c'est aussi pour ça que la scène finale d'action est moins impactante, parce qu'au final tu t'en fous du combat avec Austin Butler, tu sais qui va gagner et t'as l'impression que la scène d'action est rushée. Pareil pour la mort de Dave Bautista, tu sens que c'est rushé. Et le climax émotionnel du film était juste avant quand elle a accepté de devenir le prophète. Ce qui se passe après en termes d'action, c'est expédié comme ça, parce qu'il faut finir l'histoire quoi. C'est pas grave en soi parce que le climax c'était avant, et là on a juste droit à un petit épilogue, mais il y a clairement un côté un peu rushé où il y a des vers de terre géants et c'est expédié comme ça quoi. Mais ce qui est intéressant c'est que le film prend une longue pause en plein milieu pour raconter l'histoire du personnage d'Austin Butler. Il passe beaucoup de temps pour introduire ce méchant, il l'introduise comme un gars qui a du mal à se battre parce qu'il se bat contre des gens drogués, même si son anniversaire peu importe, il a pas prouvé ses compétences en tant que combattant. Mais en même temps, il est facilement manipulable par rapport à sa frustration sexuelle et un héritage de sa part est prévu. Et du coup, la confrontation d'après moi entre Paul et lui est un non-événement. C'est pas stressant, il y a la respiration de Timothée qui fait un vrai travail d'intensité dans la scène, mais globalement, tu sais très bien comment la scène se finit, la scène est sympathique à suivre, c'est pas la scène d'action la mieux filmée de l'histoire du cinéma, mais c'est un anticlimax. Je sais pas si c'est sa fin ou pas, mais on a passé beaucoup de temps sur un méchant qui est pour moi bien, mais il va pas marquer l'histoire du cinéma quoi. Mais c'est pas grave parce qu'on a passé du temps non pas forcément pour le méchant, mais pour réintroduire les Harkonnen, pour introduire les Bene Gesserit qui vont faire beaucoup de mal, et pour intégrer le contexte politique. C'est juste un prétexte de l'avoir lui comme tête d'affiche, on va dire, dans cette partie du film, pour raconter autre chose qui est bien plus important que lui. Mais c'est bizarre parce qu'il y a plein de choses qui sont pas abordées par rapport à son cannibalisme et des choses comme ça, mais c'est pas une mauvaise chose qu'on ait passé du temps sur lui parce que ça crée du contexte politique, ça nous a actualisé sur l'univers, et visuellement c'est une séquence qui est folle. Et Austin Butler, il s'éclate clairement dans le rôle. En plus, t'as la révélation du fait que c'est un drame familial, qu'ils sont cousins et des choses comme ça, mais j'ai vu des gens dire que c'était le plus grand méchant depuis Javier Bardem d'ailleurs. Non quoi, enfin il est bien, mais c'est pas lui qui va marquer dans le film, c'est plutôt les visuels du film qui vont marquer, des choses comme ça. Mais du coup, ça crée la rivalité entre les Bene Gesserit, la manière dont ils manipulent la politique de cet univers, avec évidemment Charlotte Rampling, son personnage, ça c'est clair et net, mais aussi Léa Seydoux qui est prête à tout, le personnage de Florence Pugh qui est aussi dans cette secte des Bene Gesserit. Je dis secte parce que c'est plus une dérive sectaire, mais n'oubliez pas, les religions sont toutes par définition des sectes. C'est les dérives sectaires dont il faut se méfier. Ce qui est en train de se passer, toutes les sectes, donc toutes les religions du film, sont en train de dériver vers des dérives sectaires. Et c'est là que ça devient problématique. Mais la rivalité avec le personnage de Rebecca Ferguson va être top, je pense, et hyper intéressante. Et la scène où Paul
dit silence et glacial. J'ai adoré. C'est le même coup que dans le premier film, c'est top. Mais ça montre aussi à quel point l'empereur n'a pas de pouvoir et c'est ça qui est intéressant aussi. Et j'ai hâte de voir la série les concernant. Un peu peur parce que c'est pas HBO, mais ça sera sur Max. Il devrait arriver normalement en fin d'année. Du coup, le film se finit sur la guerre sainte et c'est bizarre parce que tu dis, ok, il reste un film pour faire Dune Messiah où justement Paul sera le Messie et va mener la guerre sainte. Donc je pense qu'ils vont arrêter après Dune Messiah. Et je pense qu'honnêtement, là, ils vont préparer un dernier film pour finir la trilogie. Et après, peut-être, ils vont faire d'autres films Dune parce qu'il y a encore beaucoup de choses à développer. Mais ce qui se passe après dans Dune, après Messiah, c'est hyper bizarre. Et vu comment les films omettent les choses bizarres, ils parlent pas beaucoup des épices au final. Il y a plein de créatures qui sont pas évoquées. J'aime beaucoup la technologie, mais globalement, il y a plein de choses qui sont pas du tout mentionnées par rapport au livre. Et toutes les choses un peu cheloues sont pas dans le film. Parfois, ils flirtent avec des choses un peu bizarres, mais globalement, l'œuvre est très édulcorée de ce point de vue-là. Dune, ça devient un truc de psychopathe. Et je pense que Messiah sera genre une sorte de film épique de 3 heures de guerre interplanétaire. Et après, ils vont arrêter. Ou alors, faut qu'ils épousent le concept de l'absurdité totale de Dune, qui est cool, je trouve, mais qui est un peu trop geek, quoi. Ou alors, qui change complètement les choses. Mais vu un peu la timidité des choses bizarres dans ces deux films-là, pour moi, Messiah, c'est un énorme space opéra d'action. Et après, c'est fini, quoi. On verra bien, je m'attends pas à voir Dune Messiah avant 2027. Mais ça va être fou. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à SebRocosVPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.